comportements sont en totale contradiction avec les valeurs malagasy et l'éducation islamique, selon les fidèles musulmans, à propos des incidents survenus au sein de l'école Zir 67 hectares, qui abrite également le siège de l'association des fidèles musulmans malagasy. Ces déclarations ont été faites lors d'une rencontre avec le président de la dite association, Abousoari Arsène. Lors des troubles survenus mardi dernier, ce dernier aurait été contraint par les jeunes de quitter l'enceinte de l'établissement. Les manifestations ont également été marquées par des actes de vandalisme, plusieurs équipements de l'école ayant été endommagés. Par ailleurs, les parents musulmans originaires de la province de Touliar ont présenté des excuses publiques suite à cet incident. Ils ont également insisté sur la nécessité de sanctionner des jeunes impliqués dans ces actes. Le président de la FSM, Abousoari Arsène, a par ailleurs souligné qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'existe aucune forme de discrimination au sein de l'association. Les fidèles musulmans ont également affirmé que la situation est globalement revenue au calme au sein de l'association. Selon leurs explications, la vie sociale reprend progressivement son cours normal. Dans la nuit du 20 avril dernier, vers 11h environ, s'est produite l'attaque à main armée au cours de laquelle le coursier d'une station de distribution de carburant d'Aboudmit a été dévalisé. Les faits se sont déroulés près du pont d'Aboudiad. 7 personnes armées à bord d'une voiture et 2 autres à moto ont commis cette attaque. Selon l'enquête, ils ont enlevé de force ce coursier avant de l'abandonner ensuite sur la route aux environs d'Aboudjumazak. Les bandits ont emporté à cette occasion la somme de 73 175 000 ariars. Ayant reçu une plainte, la gendarmerie du groupement de la gendarmerie territoriale d'Antananarivo-Ville a immédiatement ouvert une enquête. Le 22 avril dernier, l'un des bandits auteurs de l'attaque a été arrêté par les gendarmes et c'est ce dernier qui a dénoncé ses complices. 12 autres personnes ont ainsi été interpellées par la gendarmerie pour complicité et participation à cette attaque à main armée, 5 militaires ayant pris part directement et 8 civils. Des militaires qui seraient, selon les sources, des gardes de corps de hauts responsables. L'un des suspects, un ancien employé, chauffeur de camion-citerne, de cette station de distribution de carburant, serait le cerveau de cette attaque qu'il préparait déjà depuis le mois de mars. Toujours selon l'enquête, la préparation s'est faite à la sourde avec ces civils et militaires. Certains d'entre eux seraient propriétaires de la Kia Sorento utilisée. Toujours d'après l'enquête, c'est à Nansan qu'ils se sont partagés leur butin. La gendarmerie a également saisi la Kia, 3 motos ainsi qu'un pistolet Makarov avec ses munitions. Seulement 14 980 000 ariars ont pu être récupérés. L'enquête concernant cette affaire se poursuit selon la même source. On sait que 3 autres personnes sont encore recherchées, dont un caporal. Les images de vidéosurveillance montrent clairement la scène de l'accident. On y voit l'homme à moto, ne roulant pas à grande vitesse et respectant son couloir de circulation lorsqu'il est percuté par le véhicule. L'accident s'est produit vers 18h30 le samedi 25 avril. Selon son fils, il rentrait du travail à ce moment-là. 1 heure après avoir été informée de l'accident, la famille s'est rendue à l'hôpital de référence où la victime aurait été prise en charge. Ils ont toutefois été confrontés à une situation douloureuse sur place, selon leurs témoignages, ce qui les a décidés de transférer d'urgence la victime à la JRA. Selon les proches, la victime présentait de nombreuses blessures graves, perforation du cœur, fracture du thorax et atteinte au rein. Ces blessures ont conduit à son décès dans la matinée du dimanche. La famille déplore également l'absence d'excuses de la part du conducteur impliqué. Ce dernier a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre. Cependant, la famille exprime ses inquiétudes quant à la suite de la procédure judiciaire. L'audience est prévue pour demain, une date qui coïncide avec les funérailles de la victime. La famille évoque également diverses rumeurs circulant autour de l'affaire.
Rabarsan Anjiatayin laisse derrière lui 3 enfants, désormais orphelins. L'aîné a 23 ans et le plus jeune 10 ans. Les enfants demandent aujourd'hui aux autorités et aux responsables concernés de suivre de près cette affaire, notamment au niveau de la justice, afin que la mort de leur père ne reste pas impunie. Les étudiants de l'université d'Ansran ont organisé une grève durant la nuit d'hier. Ils exigent la résolution des problèmes liés au paiement de leur bourse. Selon les explications, de nombreux étudiants ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires. En outre, ils contestent l'utilisation de la plateforme d'inscription permettant de percevoir la bourse auprès du Trésor en raison du délai jugé trop court accordé aux étudiants pour s'y inscrire. De plus, les étudiants demandent également le versement de 3 mois de bourse ainsi que l'octroi d'équipements. Cette mobilisation nocturne constitue un mouvement d'alerte, mais les étudiants ont lancé un ultimatum de 48 heures aux autorités pour résoudre la situation. Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié un communiqué indiquant que tous les étudiants des universités du pays percevront désormais une bourse de 3 mois accompagnée d'un équipement. Pour ceux qui ont déjà perçu un mois de bourse avec équipement, les 2 mois leur seront payés afin d'atteindre un total de 3 mois. Quelques jours avant la date de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023, le candidat à la présidence Andrzej Duil n'avait annoncé publiquement aux habitants de la région Sava-Antala que l'université de cette région était déjà construite et serait inaugurée sous peu. Toutefois, en raison des nombreuses infrastructures réalisées à travers le pays, le régime n'a pas pu procéder à l'inauguration de toutes les réalisations régionales, bien que la majorité d'entre elles soient déjà en service. Ainsi, l'université de la région de Sava située à Antala a accueilli des étudiants dès 2024, même si elle n'avait pas encore été inaugurée à cette période. La construction de cette infrastructure répond à l'aspiration des parents confrontés aux difficultés liées à l'envoi de leurs enfants étudier loin après l'obtention du baccalauréat. Aujourd'hui, certains observateurs se disent surpris d'entendre que le régime actuel aurait réalisé ces travaux en seulement 6 mois et procédé à leur inauguration. En réalité, ce régime a bénéficié d'une situation favorable puisque plusieurs réalisations du régime Andrzej Duil n'avaient pas encore été inaugurées, leur permettant ainsi de procéder à des inaugurations dans différentes régions. Ils ont également distribué des véhicules, des motos et du riz issus des efforts du régime précédent. Mais une fois ces équipements et ces denrées entièrement distribués, quelle sera alors la stratégie pour continuer à se mettre en avant? Une fois les réalisations antérieures repeintes, rebaptisées et inaugurées, comment démontrer concrètement que le régime actuel a véritablement travaillé? Selon des informations diffusées par les communicants de la refondation, le premier responsable de la CENI, Terry Rakutnariv, est invité à observer les élections législatives russes en septembre 2026. Par ailleurs, selon toujours les informations, une rencontre s'est tenue entre la présidente de la commission électorale russe, Ella Pamfilova, et le président de la CENI. Rencontre durant laquelle la partie russe a exprimé sa volonté de renforcer la coopération et d'apporter son soutien à Madagascar dans le domaine électoral. Pour autant, nul n'ignore que la Russie est loin d'être un modèle en matière d'élection et encore moins en matière de démocratie. On se souviendra des nombreuses réactions à l'issue de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie en 2024, une élection basée sur la répression et l'intimidation, a dénoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Bruxelles à l'époque. L'on s'étend alors que quel soutien électoral peut-on attendre de ce pays? Quelle expérience peut-on également récolter le président de la CENI de la part d'une nation dont une élection libre et démocratique est le cadet des soucis? À moins que l'objectif est d'instaurer à travers des élections calquées sur le modèle russe un État géré à la manière de Vladimir Poutine, avec l'emprisonnement systématique de tous les opposants ou encore une liberté d'expression sélective, voire inexistante. 3 chanmanar, comme ceci, se trouvaient auparavant au-dessus de ces tombeaux situés dans l'enceinte du Rouva d'Ambujachim Marvatan. Ces habitations sacrées ont été entièrement ravagées par les flammes hier, aux alentours de 23 heures. L'origine du sinistre demeure inconnue. Selon les descendants propriétaires des lieux, le Rouva d'Ambujachim est un site d'une grande importance et ce n'est pas la première fois qu'un incendie s'y produit. D'après les explications, cet acte serait une atteinte grave aux valeurs sacrées et culturelles et l'incendie aurait été intentionnel. Les responsables locaux, appuyés par les agents de sécurité, se sont mobilisés pour maîtriser le feu. Toutefois, rien n'a pu être fait pour sauver les chanmanar. La suite de l'enquête sur cette affaire est attendue.
13 personnes sont impliquées dans cette affaire d'usage de faux diplômes au sein de l'APMF. 10 d'entre elles sont des agents de l'APMF, 2 autres travaillent au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et l'une est un ancien directeur général d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Elles ont comparu hier devant le parquet du pôle anticorruption au PAC aux 67 hectares. Les charges retenues contre elles sont abus de fonction, obtention d'avantages indus, corruption et usage de faux diplômes. À l'issue de leur audition devant le juge d'instruction, 11 personnes ont été placées en détention provisoire à Antanmour, tandis que 2 autres ont bénéficié d'une liberté provisoire. Les faits se sont produits ce matin à l'école Zir 67 hectares, où se trouve aussi le siège de l'Association des musulmans malagasy. Comme le montrent les images, le président de la FSM, également directeur de l'établissement, a été contraint de quitter les lieux par un groupe d'individus. Ses effets personnels et matériels de travail ont été sortis de l'école. La situation a failli dégénérer en affrontement physique sur place dans la matinée. Au moment des faits, les élèves étaient encore en cours. Ils n'ont pas été autorisés à quitter l'établissement durant ces troubles. Selon les jeunes à l'origine de l'expulsion, le président de la FSM ne disposerait pas de documents légaux, ce qui justifierait leurs actions. De son côté, le président de la FSM affirme que cette situation est liée à des conflits internes entre membres de la communauté musulmane. Il précise également que l'affaire concernant l'association a été examinée par le tribunal ce matin. D'après les explications fournies par Aboussouar Saïd Arsène, après l'audience, une décision du Conseil d'État le reconnaît comme président de l'association. Il affirme également qu'aucun récépissé n'a encore été délivré par le ministère de l'Intérieur concernant la FSM et accuse certaines personnes d'usurper des fonctions au nom de l'association. Il rappelle enfin avoir déjà lancé un appel en février dernier, alertant sur un risque d'attaque de ce type par des groupes de jeunes. La suite de l'affaire est désormais attendue. Suite à l'appel lancé à l'endroit des exploitants clandestins de ressources forestières dans la forêt d'Ambala-Niran, Fuktan-Tanandav, commune de Manoup, district de Soneranivung, une opération visant leur expulsion a été menée la semaine dernière. Toutefois, certains individus sont revenus dans la forêt après leur évacuation, ce qui a conduit à l'arrestation de 12 personnes. Ces individus seront traduits en justice et devront répondre à des infractions commises conformément aux lois en vigueur selon les explications. Les forces de l'ordre ont mené cette opération en collaboration avec les communautés locales gestionnaires de la forêt, notamment le VOI Maassou et le VOI Tanandav. Des actions de sensibilisation ont également été menées auprès des populations riveraines, leur rappelant l'interdiction de toute exploitation forestière dans les zones protégées. Le ministère, en charge de ces secteurs, applique strictement une politique de tolérance zéro face à ce type de pratiques qui détruisent la forêt et son écosystème. Des tensions ont éclaté ce matin entre les familles qui vivent et exploitent ce terrain dans la carrière d'Amboumaïns depuis des décennies et des personnes venues y bâtir une clôture. Ces dernières affirment disposer de documents légaux qu'elles ont montrés. Le terrain d'une superficie légèrement inférieure à 1 hectare aurait été acheté par ces personnes auprès d'une société basée à Amboumaïns. Elle indique avoir obtenu une autorisation de construire auprès de la commune pour réaliser les travaux. De leur côté, les familles résidentes et exploitantes affirment qu'il s'agit toujours d'un terrain en litige et qu'aucune construction ne devrait être autorisée. Elles disent vivre sur les lieux depuis 2009. Selon ce chef de famille, c'est la même personne qui leur aurait vendu le terrain à l'époque via un document de prêt qui veut reprendre le terrain. Il évoque une relation de confiance qui aurait été trahie par la suite. Leur terrain avait été clôturé, mais la clôture a été démolie et aujourd'hui, ils dénoncent une intrusion illégale. Ce terrain est toujours en litige et l'affaire est déjà devant la justice. Ce chef de famille insiste sur le fait que les constructions en cours sont illégales, notamment en l'absence de titres fonciers réguliers. Face à cette situation, il appelle les autorités compétentes à intervenir pour examiner de près ce conflit foncier à Amboumaïns. Il demande également un suivi plus strict des affaires foncières à Momangakel et ses environs, affirmant que de nombreux terrains font l'objet de pratiques similaires. Des échauffourées ont même éclaté sur place aujourd'hui en raison de cette intrusion. Ces disparitions inquiétantes de travailleurs se sont produites à Stanley, à Maurice.
21 travailleurs de nationalité malgache employés dans une entreprise locale sont actuellement introuvables. C'est la radio Top FM Mauritius qui a révélé cette information. Ces travailleurs auraient disparu des logements mis à leur disposition par l'entreprise entre le 9 et le 23 avril dernier. Selon le rapport, tous les disparus sont des machinistes. Ils sont âgés entre 26 et 44 ans. Les circonstances de la disparition de ces travailleurs malgaches, qui étaient pourtant en situation régulière, soulèvent des questions. Certains ne sont pas rentrés dans leur logement, d'autres l'auraient quitté directement. Une enquête est actuellement en cours sur place, menée par la Central Investigation Division, CID, de Stanley et la police mauricienne, appuyée par la brigade canine. Pour l'heure, les circonstances exactes de ces disparitions restent inconnues. Alors que le sac de ciment Louve coûtait encore environ 33 700 arrières, le ciment Lucky 36 500 arrières et le ciment Urumbat 39 000 arrières jusqu'à avant-hier, ces prix ont changé depuis hier. On observe désormais 34 500 arrières pour le Louve, 37 000 arrières pour le Lucky et 42 000 arrières pour l'Urumbat chez les distributeurs rencontrés aujourd'hui. Ces chiffres correspondent à des hausses de 2,37%, 1,37% et 7,42% sur le marché. Selon le responsable de la communication d'une entreprise de production de ciment, la hausse au niveau de la société est comprise entre 4 et 7% et les distributeurs ne devraient pas dépasser ce seuil.
Il explique que cette augmentation est liée à la hausse de 58% des coûts de transport maritime, des matières premières nécessaires à la fabrication du ciment importé, enregistrées au cours des derniers mois. Il ajoute également que la création de nouvelles unités de production de ciment contribuera à stabiliser le prix sur le marché local. Alda, l'une des travailleuses ayant activement participé aux manifestations du 1er mai aujourd'hui, rencontrée à Anoussi, se dit déçue. Selon elle, les revendications des travailleurs n'ont pas été entendues, les représentants du gouvernement étant partis sans réellement écouter les attentes des travailleurs malagasy. La lutte des travailleurs du secteur privé s'annonce encore difficile, selon Parsan Rakutmang, secrétaire général de la plateforme syndicale. Les objectifs des travailleurs, notamment en matière de revendications syndicales exprimées à Mamassen, n'ont pas été atteints. D'après ses explications, une demande d'augmentation salariale est en attente depuis 5 mois, mais elle est encore en cours d'élaboration au niveau de l'État. Ainsi, la plateforme syndicale s'est retirée de la célébration dès le départ des représentants du ministère du Travail et de la primature. La région Nord est riche en culture d'exportation et figure parmi celles qui alimentent le budget de l'État grâce aux produits intérieurs bruts issus de ces exportations. Cependant, cela n'a aucun impact sur le quotidien des habitants de cette région, selon les natifs regroupés au sein de l'association des originaires de Diego Suarez. Par ailleurs, les ressortissants de la région appellent à la mise en œuvre du projet Anjakak. Ce projet vise la construction et la transformation de l'aéroport d'Anjakak en aéroport international. Il permettra également d'accueillir de grands navires pétroliers et des conteneurs de grande capacité grâce à la mise en place des 2 quais de 12 mètres chacun prévus dans le cadre du projet. L'Association des originaires du Nord a tenu son premier congrès à Impeflou le week-end dernier, une rencontre consacrée à la réflexion sur le développement de la région. De manière générale, les droits fondamentaux des travailleurs malagasy ne sont pas respectés, les empêchant d'accéder à un emploi décent et équitable. Ces manquements se manifestent sous plusieurs formes: non-respect du salaire minimum, absence de couverture sociale, manque de protection contre les risques professionnels et insuffisance des dispositifs de santé de travail, entre autres selon le syndicat Fisemre. Plusieurs syndicats de travailleurs issus de différentes régions ont organisé une marche ce jour dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail. Le cortège est parti d'Ambuzatouf pour se terminer au Palais des Sports de Mamassen. De manière générale, les droits des journalistes sur le terrain restent insuffisamment respectés. Ces derniers mois, de nombreux professionnels dénoncent des cas de destruction de leur matériel de travail. Afin d'améliorer les relations et les interactions entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité sur le terrain, une conférence suivie d'un débat s'est tenue hier à Liftournansan autour du thème « Concilier la liberté d'informer et les impératifs de sécurité ». Cette rencontre a réuni des représentants des forces de défense et de sécurité, notamment de la gendarmerie et de la police nationale, ainsi que des représentants des journalistes et de l'ONDH. Parmi les points abordés figuraient notamment le droit pour les journalistes d'exercer leur métier sur le terrain, un droit souvent mis à mal lors de diverses manifestations. Il a été décidé de procéder à une évaluation et de poursuivre la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les deux parties en 2018. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de la célébration de la Journée mondiale de la liberté des presses. Le savk est une tradition betléou, autrefois utilisée comme moyen de réconciliation et qui perdure encore aujourd'hui. Toutefois, tous les betléos ne maîtrisent pas cette pratique. Certains possèdent un talent inné, tandis que d'autres l'apprennent. Une préparation est également nécessaire pour les équipes sélectionnées qui participent au savk.
Les zébus, en provenance d'Ambrunmani, sont arrivés hier pour le SAV qui est prévu le 3 mai à Batumravav. Le transport de ces animaux diffère de celui des zébus destinés à l'abattage et tous ne sont pas aptes à cette pratique. En plus des zébus venant d'Ambrunmani, d'autres provenant de Tirunmandit participeront également au SAVK prévu dimanche prochain.